Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Donc, je suis Marie-Laurence et nous allons parler aujourd'hui de la vie et de la carrière du grand cinéaste François Truffaut. Alors, François Truffaut, il est encore aujourd'hui un cinéaste, un acteur et un producteur qui est connu dans le monde entier. Il a été critique au cinéma, au Cahier du cinéma, et il va passer derrière la caméra. Il va mener une carrière atypique, revenant même à ce classicisme qu'il dénigrait jadis. Pourtant, rien ne le prédestinait à cette prestigieuse carrière. Son enfance malheureuse, son adolescence à la dérive, ont forgé sa personnalité et son œuvre sensible et personnelle. Amoureux de la littérature et du cinéma, cet adolescent blessé va rencontrer celles et ceux qui, impressionnés par son intelligence et sa culture cinéphile, vont l'aider à sortir de la délinquance. Il semble apaisé d'une vie qui n'a pas vraiment débuté sous les meilleurs auspices. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Né à Paris le 6 février 1932, François ne s'appelle pas encore Truffaut puisqu'il est déclaré né de père inconnu. Sa mère, mineure, rejette le bébé qui est confié à une nourrice. Fin 1933, la mère de François épouse Roland Truffaut qui va reconnaître l'enfant. En 1935, Geneviève de Montferrand récupère son petit-fils légitimé qui reçoit dès lors une excellente éducation. C'est un élève brillant, curieux de tout et aimant apprendre. Sa grand-mère lui donne d'ailleurs le goût de la musique et de la littérature. « J'ai toujours préféré le reflet de la vie à la vie elle-même », déclare François Truffaut en 1970. « Si j'ai choisi le livre et le cinéma, dès l'âge de 11 ou 12 ans, c'est bien parce que j'ai préféré voir la vie à travers le livre et le cinéma. » Il découvre l'univers des salles obscures et se souvient avec émotion notamment de la projection fin 1940 de Paradis perdu d'Abel Gance. Mais en août 1942, il perd sa grand-mère. Inconsolable, il doit de surcroît aller vivre chez ses parents, qu'il ne connaît pas vraiment. Quittant un appartement cossu pour un petit 2 pièces à Pigalle, l'enfant subit au quotidien les mauvais traitements de sa mère. Dormant sur un lit dans un couloir, il doit le jour rester assis sur un tabouret et lire en silence. Chaque fin de semaine, ses parents partent faire de l'escalade, le laissant seul à la maison. L'enfant s'échappe par peur de la solitude et aussi pour trouver de quoi manger. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. À 12 ans, François Truffaut apprend que Roland Truffaut n'est pas son père biologique. Le choc est si violent pour lui qu'il va décrocher sur le plan scolaire. Il se met à mentir, à voler, à fuguer pour s'évader de son quotidien. Et dans le Paris de l'occupation, l'évasion, c'est le cinéma. Avec ses amis Robert Lachenay et Claude Thibaudat, qui sera connu plus tard sous le pseudonyme de Claude Vega et qui sera un imitateur de génie, Truffaut forme un trio de cinévores en culotte courte qui organise un trafic de photos de cinéma volées. Il collecte également les articles sur le cinéma parus dans tous les journaux et il élabore à partir de ces articles donc un fichier personnel qu'il va enrichir tout au long de sa vie. Spectateur compulsif, Truffaut assiste à plusieurs projections d'un même film au point d'en connaître tous les plans et tous les dialogues par cœur. Il dira donc par la suite « Je fais partie de ces gens qui ont besoin de revoir sans arrêt les films anciens, les muets, les premiers parlants. Donc je passe ma vie à la cinémathèque. Je suis venu habiter dans le quartier du Trocadéro parce que c'est à côté de la cinémathèque. » À noter qu'aujourd'hui et depuis 2005, la cinémathèque n'est plus au Trocadéro, mais rue de Bercy. Après la guerre, François Truffaut va découvrir tous les films interdits sous l'occupation, dont Citizen Kane d'Orson Welles, ce qui lui permet de faire la synthèse entre ses passions pour la littérature et le cinéma. Soudain, à l'âge de 13 ans, je me suis rendu compte qu'un film pouvait être écrit comme un livre. Son certificat d'études en poche, il va arrêter ses études et il va financer sa boulimie d'images en travaillant dans divers petits boulots. Et à 16 ans, il va mettre en place le Cercle Cinéman, qui est un ciné-club ayant lieu un dimanche matin par mois dans une salle du quartier latin.
Et c'est à cet endroit, dans cette salle de cinéma, qu'il va rencontrer le grand critique de cinéma André Bazin. Mais malheureusement, il va être victime d'escrocs et il va donc faire faillite. Le cercle cinéma va faire faillite. Alors, tandis que Roland Truffaut éponge les dettes, François, lui, sombre dans la délinquance. Alors, il va être bientôt placé dans un centre pour mineurs et il va être sauvé par André Bazin qui va l'héberger chez lui. Truffaut, d'ailleurs, fera quelques années plus tard la même chose avec le jeune Jean-Pierre Léaud. Bazin, qu'il considère comme son père adoptif, l'engage à la section cinématographique de l'association Travail et Culture, tout en l'encourageant à écrire. Et grâce à cette activité, il va participer en 1949 au premier et dernier festival du film maudit à Biarritz. Et ce festival est parrainé par une de ses idoles, un de ses cinéastes favoris, Jean Cocteau. Il va faire connaissance avec d'autres jeunes cinéphiles, donc Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Charles Bitsch, qui est un futur critique et qui est l'assistant réalisateur préféré de la Nouvelle Vague, ou encore Jean Douchet, qui est historien du cinéma. Enfin, qui est un futur historien du cinéma. Il va croiser aussi Maurice Scherer, qui est professeur au lycée Lacanal, mais qui est plus connu, quand il écrit ses articles de cinéma, sous le pseudonyme d'Éric Romer. Sont également présents les créateurs, avec André Bazin, des cahiers du cinéma qui vont paraître en 1951. Alors il y a là Jacques-Daniel Valcroze, Léonide Keigel et Joseph-Marie Laud-Ducas. Mais Bazin, qui est de santé très fragile, doit partir au sanatorium et là, Truffaut se sent complètement perdu, complètement abandonné. Alors il va accumuler les échecs professionnels, les échecs sentimentaux et il va s'engager par dépit dans l'armée en 1950. Mais il va vite comprendre qu'il a fait une erreur, il va déserter et donc il va être arrêté puis incarcéré. Et là encore, c'est André Bazin et sa femme Janine, qui est la future productrice d'une émission mythique de la télévision française, Cinéma de notre temps, c'est les époux Bazin donc, qui vont le faire sortir de cet établissement et qui vont le recueillir chez eux à Brie-sur-Marne, où l'adolescent se reconstruit. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. En 1953, Bazin le fait rentrer au Cahier du cinéma. Dès ses premiers articles, le jeune homme affiche ses théories, parmi lesquelles « Les films respirent par leurs défauts. Les films parfaits sont irrespirables. » Ses activités lui permettent de rencontrer des cinéastes chers à son cœur, mais aussi les auteurs de cette littérature qu'il aime tant. Certains d'ailleurs vont devenir ses amis, comme Jean Cocteau, Jacques Audiberti, Henri-Pierre Rocher, l'auteur de Jules et Jim et des Deux Anglaises et Le Continent, qui vont être adaptés plus tard par François Truffaut. Le noyau qu'il forme avec Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et Jacques Rivette dépoussière la critique cinématographique française. Ainsi, début 1954, Truffaut jette-t-il un pavé dans la mare. Les cahiers du cinéma publient une certaine tendance du cinéma français, article qui dénonce le manque de sincérité dans la création française et la suprématie des scénaristes et dialoguistes sur les auteurs et réalisateurs. Les réactions sont aussi violentes que le texte de Truffaut, qui, aimé ou détesté, est désormais connu. La même année, il va réaliser son premier court-métrage, qui s'intitule « Une visite ». Le décor, c'est l'appartement de son ami Jacques-Daniel Valcroze, mais insatisfait de cette première expérience, Truffaut, perfectionniste acharné, décide de ne pas monter ce film, qui est hélas aujourd'hui perdu. Avec Jacques Rivette, Truffaut forme le binôme que l'on surnomme ironiquement Truffette-Rivaux. Ensemble, ils vont réinventer les longs entretiens avec les réalisateurs. Alors, ils vont commencer par Jacques Becker, puis Fritz Lang, Jean Renoir, Roberto Rossellini ou Alfred Hitchcock. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. En août 1962, Truffaut retrouvera à Hollywood le maître du suspense. Truffaut ne parlant pas anglais et Hitchcock n'étant pas totalement bilingue français, donc la traduction va être assurée par la cinéaste Helen Scott. Ces heures d'enregistrement sont à l'origine du livre référence Hitchcock-Truffaut, dont la première édition paraît en 1966.
En 1955, Truffaut défend le Lola Montès de Max Ophuls, qui lui adresse une lettre emplie de gratitude. J'ai le sentiment, sans pouvoir l'expliquer, que vous deviendrez un personnage important du côté de la création cinématographique et que votre changement de la critique à la production se fera sans heurts. C'est aussi pour le remercier de son soutien indéfectible que Roberto Rossellini engage Truffaut 2 années durant en qualité d'assistant. À la Mostra de Venise de 1956, Truffaut rencontre Madeleine Morgenstern, qu'il va épouser l'année suivante. De leur union naît Laura en 1959 et Eva en 1961. C'est sous l'impulsion de son beau-père que Truffaut, le producteur Ignace Morgenstern, que Truffaut va monter avec son ami Marcel Berber sa boîte de production intitulée Les films du carrosse, en référence bien évidemment avec le film de Jean Renoir, Le Carrosse d'or. En 1957, Françoise Giroud publie sous le titre Nouvelle Vague une série d'articles sur la jeunesse d'après-guerre. Expression qui s'applique dès 1959 aux jeunes cinéastes issus ou proches des cahiers du cinéma. Outre François Truffaut, Éric Rohmer, Agnès Varda, Jacques Rosier, Jacques Rivette, Roger Vadim, Jacques Demy, Louis Malle, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Robert Hossein et quelques autres aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, les uns participent au film des autres en qualité de scénaristes et ou d'acteurs, et avec les nouveaux moyens techniques découverts récemment, donc notamment la caméra à l'épaule, les tournages se font de plus en plus en extérieur, donc on gagne du temps et aussi c'est beaucoup moins cher que de travailler en studio et de reconstituer des décors. Donc les films sont vraiment très bon marché par rapport à la production habituelle et donc il y a aussi de nouveaux talents qui vont émerger. Alors le plus bel exemple évidemment c'est Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo qui va être découvert avec À bout de souffle, qui est tourné par Godard mais sur un scénario de Truffaut qui devait faire le film au départ mais qui n'a pas pu puisqu'il faisait un autre film en même temps. Donc et voilà évidemment notre Jean-Paul Belmondo qui devient une grande vedette et qui va être réengagé par Truffaut 10 ans plus tard en 1969 pour le polar La sirène du Mississippi. Mais Truffaut va s'éloigner peu à peu de cette nouvelle vague qui disparaît à la fin des années 60, faute de pouvoir se renouveler. Truffaut réalise en 1957 Les Mistons, court-métrage adapté d'une nouvelle de Maurice Pons. Et dans ce petit court-métrage, donc, va débuter une jeune femme de 19 ans, Bernadette Lafont, et elle y débute à côté de son mari, l'acteur Gérard Blain. Alors Gérard Blain, à l'époque, il était considéré comme le James Dean français. C'est un acteur sensible, talentueux, mais jaloux. Et donc, sa jalousie va générer un certain nombre de tensions au sein de l'équipe pendant le tournage. En 1958, Truffaut va écrire et co-réaliser avec Godard, donc, Une histoire d'eau. C'est un court-métrage, donc, qui va être interprété par un autre proche des cahiers du cinéma, Jean-Claude Brialy. Comme Marcel Pagnol, qui l'admire, Truffaut se produit lui-même. Mais il soutient également les cinéastes débutants. Par exemple, Paris nous appartient de Jacques Rivette, qui est tourné en 1957, mais qui ne sort qu'en 1960. Il produit également des films qui ne trouvent pas de producteur, et c'est le cas de Jean Cocteau pour Le Testament d'Orphée en 1960. Et il y a bien d'autres exemples aussi. Donc, il va réaliser Truffaut, donc, dans la foulée, Les 400 coups, son premier long métrage largement autobiographique. Coécrit par Marcel Moussy, le film est dédié à André Bazin, décédé fin 1958. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Fils de l'actrice Jacqueline Pierreux et du scénariste Pierre Léaud, Jean-Pierre Léaud, 14 ans, impressionne par sa prestation dans le rôle d'Antoine Doinel, ce personnage étant l'alter ego de Truffaut, qui va déclarer en 1979 « Je crois qu'au départ, il y avait beaucoup de moi-même dans le personnage d'Antoine, mais dès que Jean-Pierre Léaud est arrivé, sa personnalité qui était très forte m'a amené à modifier souvent le scénario. Je considère donc qu'Antoine est un personnage imaginaire qui emprunte un peu à nous deux. »
Contre toute attente, Les 400 coups, qui est un premier film et qui n'aurait jamais dû être sélectionné, a été choisi donc pour représenter la France au Festival de Cannes de 1959. Et le film, qui a beaucoup de détracteurs, puisque Truffaut, avec sa plume au vitriol, s'est fait quand même pas mal d'ennemis, donc va être défendu par le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux. Et le film va être un triomphe mondial et aussi la consécration pour Truffaut, qui obtient le prix de la mise en scène. Désormais donc à l'abri du besoin, Truffaut n'en oublie pas pour autant ses années de galère, payant très discrètement les factures de collaborateurs ou d'amis dans l'embarras. Les acteurs et les techniciens apprécient les tournages avec Truffaut, qui déteste les conflits. Au cours du tournage de Fahrenheit 451, il pique une colère mémorable, sa seule colère d'ailleurs, de toute sa carrière, contre Oscar Werner, qui est terriblement angoissé. Plus il est angoissé, plus il boit, et plus il boit, et plus il est ingérable. Donc Truffaut, à un moment donné, va craquer, et c'est la seule fois de sa carrière. Déplorant son manque d'imagination, ce bourreau de travail a toujours plusieurs fers au feu. Je serais content d'être comme Pagnol ou comme Guitry, un type qui a la tête pleine d'histoires et de personnages. Mais je n'ai que des histoires très personnelles que je n'ose pas en tirer un film tous les ans. Je dois alterner avec des livres qui m'ont donné un choc. Et donc, ce passionné de littérature policière va s'attaquer en 1960 au polar de David Goodis, Tiré sur le pianiste. Les rôles principaux sont confiés à Charles Aznavour, Nicole Berger, Michel Mercier avant qu'elle devienne Angélique Marquise des Anges, et une débutante qui s'appelle Marie Dubois. Et l'équipe va s'enrichir puisque une fidèle des ciné-clubs parisiens, Suzanne Schiffman, rejoint l'équipe de Truffaut et débute avec lui une fructueuse collaboration professionnelle qui va durer 23 ans. Elle sera tour à tour script, scénariste, assistante donc, et ce jusqu'au dernier film, jusqu'à Vivement Dimanche. Hélas, après le succès mondial des 400 coups, le pianiste ne trouve pas son public. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. En 1962 sort sur les écrans Jules et Jim, sulfureux triangle amoureux entre Jeanne Moreau, Oscar Werner et Henri Serre. Adapté du roman éponyme d'Henri-Pierre Rocher et inspiré d'une histoire vraie, le film attire les foules. Truffaut va divorcer de Madeleine, mais il va rester très proche de ses filles. Il entame aussitôt une liaison avec Françoise d'Orléac, la sœur de Catherine Deneuve, et qui est l'interprète féminine de La peau douce, qui va sortir en 1964. Truffaut ne craint pas la censure et il traite volontiers de sujets tabous, notamment le triangle amoureux avec Jules et Jim en 1962, l'adultère avec La peau douce en 1964 ou La femme d'à côté en 1981, le renversement aussi des codes sociaux et de la morale dans La sirène du Mississippi en 1969 ou Une belle fille comme moi en 1972 avec de nouveau Bernadette Lafont, La folie avec l'histoire d'Adèle H avec Isabelle Adjani qui, en l'occurrence pour avoir le rôle, va être obligée de démissionner de la Comédie Française. Et puis aussi La Chambre verte en 1978, donc qui traite également d'une forme de folie. Et puis La vengeance froide aussi, où la vengeresse paraît plutôt sympathique au public. C'est Le marié était en noir avec Jeanne Moreau, donc qui sort en 1968. Pour les extérieurs aussi, Truffaut n'hésite pas à s'éloigner de Paris. Il tourne en Grande-Bretagne Fahrenheit 451 en 1966. Au Canada, il va tourner l'histoire d'Adèle H en 1975. Il va à La Réunion pour La sirène du Mississippi en 1969. En Bretagne pour Les deux Anglaises et le continent en 1971. En Auvergne pour L'argent de poche en 1976. Un film choral dont les héros sont des enfants, et film dans lequel d'ailleurs il va engager ses deux filles. En Isère pour La femme d'à côté en 1981 et La Côte d'Azur à plusieurs reprises. La mariée était en noir en 1968, La nuit américaine en 1973, Vivement dimanche en 1983.
Et il est très en avance également sur son temps, puisque Truffaut n'hésite pas à confier des rôles forts aux femmes, tandis que les hommes de ces histoires sont toujours un petit peu faibles. Donc on le voit dans Tirer sur le pianiste, par exemple, évidemment, dans Les 400 coups. Mais donc Tirer sur le pianiste en 1960, Jules et Jim, où c'est vraiment Jeanne Moreau qui mène la danse, si je puis dire, en 1962. La mariée teinte en noir, toujours avec une Jeanne Moreau, la vengeresse. La sirène du Mississippi, où Catherine Deneuve donc met à mal le pauvre Jean-Paul Belmondo. Une belle fille comme moi, avec Bernadette Lafont en manipulatrice née. L'homme qui aimait les femmes, Charles Denner, manipulé par toutes les femmes qu'il croise. La chambre verte, avec cet homme qui vit dans le souvenir de sa femme. Le dernier métro, évidemment, avec Catherine Deneuve qui gère son monde, de son théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale avec Maestria. Et Vivement Dimanche, notamment avec Fanny Ardant, qui va prendre les choses en main pour défendre donc son patron qui est accusé de crime. Il va également, pour des raisons évidemment personnelles, que l'on comprend bien, s'investir personnellement dans des associations de défense des droits de l'enfant. Il va être un cofondateur de SOS Village d'enfants, par exemple, et il va beaucoup s'occuper du secours populaire. Alors, il comprend évidemment les enfants, et pour cause, et il sait parfaitement les diriger. Et on le voit, il y a dans quasiment tous ses films des enfants. Alors, ça commence par Les Mistons, donc avec cette bande de gamins insupportables, qui traquent deux amoureux. Les 400 coups, son histoire. L'Enfant sauvage, le magnifique Enfant sauvage, donc de 1970, qui est tiré des écrits du docteur Itard, qui s'est occupé au 19e siècle de Victor de l'Aveyron, un enfant sauvage. Ou L'Argent de poche, là, c'est un film vraiment complètement choral avec des enfants qui est absolument charmant. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Restez avec nous. Donc, vous écoutez actuellement donc une émission consacrée au cinéaste François Truffaut. Cas unique dans le cinéma français, Truffaut va réaliser 5 de ses films avec le personnage d'Antoine Doinel, qui va être interprété par le même acteur, Jean-Pierre Léaud, qui de 14 ans à 35 ans, c'est-à-dire de 1959 à 1979, va être le témoin de l'évolution de la société. Donc le premier, c'est Les 400 coups, où on voit l'éclatement de la famille. Le deuxième, c'est un sketch du film L'amour à 20 ans, tourné en 1962. Et le sketch s'appelle Antoine et Colette, avec Marie-France Pizier. Et puis aussi Baiser volé en 1968, donc, et là, ce sont Les premières amours. Domicile conjugal en 1970, donc le 4e volet, qui va raconter les aléas de la vie à deux. Et puis L'amour en fuite, le dernier volet, donc en 1979, qui va parler de la séparation, du divorce. Jean-Pierre Léaud est le meilleur acteur de sa génération. Il serait injuste d'oublier qu'Antoine Doinel n'est pour lui qu'un des personnages qu'il a joué, affirme le cinéaste. Christine, le personnage de Christine qui enflamme le cœur d'Antoine Doinel dans Baiser volé, est interprétée par la jeune comédienne Claude Jade. Celle que Truffaut a surnommée la petite fiancée du cinéma va bientôt devenir la sienne, puisqu'il va jusqu'à la demander en mariage avant d'y renoncer. Pendant le tournage de Baiser volé, il se passe énormément de choses en France. C'est l'année 1968. Alors il y a d'abord l'éviction d'Henri Langlois de la Cinémathèque qu'il avait créée. Et donc Truffaut va prendre la tête de la défense, du comité de défense pour Henri Langlois. Le film Baiser volé, qui va sortir donc en 1968, va être dédié à la Cinémathèque d'Henri Langlois. Et il va recevoir à sa sortie le Grand Prix du cinéma français, le prix Louis Deluc et le prix Méliès. Truffaut va également participer au mouvement de mai 68, allant jusqu'à exiger avec Godard la clôture du Festival de Cannes. Peu après, les deux amis vont se brouiller définitivement. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré.
Interprété par Charles Denner, L'homme qui aimait les femmes, donc ce film qui est sorti en 1977, eh bien a un titre vraiment très approprié pour François Truffaut, puisque François Truffaut était un véritable cœur d'artichaut qui s'éprenait de toutes ses actrices. Donc Marie-France Pizier, Jeanne Moreau, Françoise d'Orléac, Claude Jade, Catherine Deneuve ou Fanny Ardant qui a été sa dernière compagne. François Truffaut est également acteur. Il s'impose d'ailleurs dans L'enfant sauvage en 1970. Fidèle, donc il reste fidèle aux écrits du docteur Itard. Il a travaillé également avec des ethnologues sur ce scénario. La nuit américaine, donc où il joue le rôle d'un réalisateur qui est en train de tourner un film au studio de la Victorine de Nice, et le film est récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger en 1974. Et puis La Chambre verte, qui est la seule incursion du cinéaste dans le domaine du fantastique. Il va être également acteur pour d'autres réalisateurs. L'exemple le plus connu, c'est Steven Spielberg, qui l'engage pour donc Rencontre du troisième type. Il s'intéresse à tout ce qui gravite autour du cinéma, notamment la musique. Alors il va travailler avec différents compositeurs comme Jean Constantin pour Les 400 coups, Georges Delerue avec lequel il va faire énormément de films, Bernard Herrmann, donc le compositeur fétiche d'Alfred Hitchcock. Donc il va donc faire la musique de Fahrenheit 451 en 1966 et de La mariée était en noir en 1968. Il va aussi travailler énormément avec Antoine Duhamel. Mais François Truffaut, c'est aussi un passionné de la chanson française. Alors, il invite volontiers des chanteurs dans ses films, en tant qu'acteur ou en tant que chanteur, ou les deux d'ailleurs. Alors, il y a Charles Aznavour, évidemment, dans Tirer sur le pianiste, Bobby Lapointe, exactement dans le même film, où il va chanter deux de ses chansons, Framboise et Marcel. Guy Marchand, qui va avoir un rôle donc dans Une belle fille comme moi. Alain Souchon, qui va faire le générique de L'amour en fuite. Ou alors, évidemment, son idole Charles Trenet, qui va être au générique de au moins 2 films, Baiser volé, et puis également L'argent de poche, avec les enfants qui s'ennuient le dimanche. Très belle chanson. Il va également, François Truffaut, travailler avec un musicologue, François Porcil, et il va restaurer et réhabiliter les compositions musicales de Maurice Jaubert, qui est mort au début de la guerre en 1940. Et Maurice Jaubert, c'est le compositeur de Carnet de bal, du Vivier, la fameuse scène de la valse, et aussi du Jour se lève. Et donc là, François Truffaut va utiliser 4 morceaux, donc dans 4 de ses films, dans L'histoire d'Adèle H en 1975, L'argent de poche en 1976, L'homme qui aimait les femmes en 1977 et La chambre verte en 1978. Et il va rendre aussi hommage, notamment dans L'histoire d'Adèle H, à un de ses films fétiches. Il s'agit de L'Atalante de Jean Vigo. Et là, je vous invite à écouter La valse. Vous écoutez La voix d'Ambroise Paré. En 1981, afin de célébrer le théâtre, Truffaut réalise Le dernier métro. Le film donc réunit des acteurs de renom, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, et certains autres noms célèbres, mais plutôt du côté de la scène, comme Jean Poiret, Sabine Audepin, Andrea Ferréol, Paulette Dubost et le grand dramaturge allemand et metteur en scène Heinz Bennent. Ce chef-d'œuvre du cinéma français reçoit une pluie de récompenses et bat même en 1981 le nombre de Césars décernés, en totalisant donc 10 statuettes. Le César du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, donc avec François Truffaut et Suzanne Schiffman, du meilleur acteur Gérard Depardieu, de la meilleure actrice Catherine Deneuve, de la meilleure musique originale Georges Delerue, du meilleur décor, de la meilleure photographie Nestor Almendros, du meilleur son et du meilleur montage. En 1981, il va tourner La femme d'à côté avec Fanny Ardant, qu'il a découvert à la télévision. Et Fanny Ardant va devenir aussi sa dernière compagne. Il va enchaîner avec Vivement dimanche, comédie policière avec Jean-Louis Trintignant et Fanny Ardant.
il admire ce Jean-Louis Trintignant. Il a essayé de travailler plusieurs fois avec lui, et là, l'acteur étant libre, donc cette collaboration a été extrêmement fructueuse. Alors, malgré l'opposition des chaînes de télévision qui sont coproductrices du projet et qui, elles, veulent de la couleur, eh bien, Truffaut va imposer son point de vue, considérant qu'à l'instar des films noirs américains des années 1940, le polar doit être tourné en noir et blanc. Donc, c'est pour ça aussi qu'à la sortie du film, il y a eu un certain nombre de polémiques à ce sujet. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Après La Nuit américaine, consacrée au cinéma, Truffaut rend hommage au théâtre avec Le Dernier Métro. Fan de chansons françaises, il projette un 3e volet sur le music-hall. Mais malheureusement, il ne pourra pas mener ce projet à bien. Il va s'éteindre donc à 52 ans, épuisé par le travail. Il meurt le 21 octobre 1984 et ce jour-là était un dimanche. Truffaut a réussi à tourner la page de son passé. Il a reçu nombre de récompenses pour l'ensemble d'une œuvre originale et personnelle. Il reste un modèle pour de nombreux réalisateurs, parmi lesquels Martin Scorsese, Quentin Tarantino ou encore Claude Lelouch, qui affirme « J'ai appris de Truffaut comment se servir de la caméra et de Godard comment ne pas m'en servir. Truffaut dirige la caméra comme s'il s'agissait d'un acteur, un acteur invisible, mais pour Godard, la caméra n'est qu'un figurant. » Concluons avec ces paroles de Laura, sa fille aînée. Les films de mon père étaient sentimentaux. Ils parlaient des vraies personnes et de leur vraie vie quotidienne, des relations humaines et de l'amour. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère vous avoir distrait pendant 1 heure et je vous souhaite un bon rétablissement. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.